Je crois qu'il va falloir faire une petite lecture commentée de ce magnifique journal Science et Avenir, un dernier numéro, enfin là on est début mai 2024, parce qu'il y a des choses très intéressantes sur la première seconde de l'univers. La première seconde de l'univers, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de seconde avant, il y a eu une première seconde, et voilà ce que nous dit monsieur de Big Bang. Durant la première seconde de l'univers, la taille de l'univers observable par qui passe de 10 puissance moins 35 mètres à plus d'une année-lumière. C'est ce qu'on appelle l'inflation, mais c'est l'inflation de quoi? C'est une expansion de l'espace, mais il n'y a pas d'espace. Où se produit cette inflation de l'espace? Où se produit cette expansion de l'univers? Comment est-ce qu'on peut mesurer une expansion de l'espace s'il n'y a pas d'espace? Avant le Big Bang, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Le Big Bang est censé expliquer l'espace et le temps. S'il n'explique pas l'espace et le temps, c'est qu'il se situe dans le cadre de l'espace et du temps, et donc dans le cadre de l'univers. Les théories du Big Bang tentent d'expliquer l'origine de l'univers en l'absence d'espace et de temps, donc à partir du néant. De ce point nul qui serait tout, donc infini, jaillirait énergie, espace, temps et matière, les quarks, à un moment précis dans le passé, donc dans le temps, et à un endroit précis puisque c'est d'ici que s'observerait l'inflation universelle. Ce qui suppose préalablement espace, temps, énergie explosive, chaleur, pourquoi pas, et concentration de matière. Donc transformation et non origine. On croit observer ce passé en observant le lointain, mais le télescope James Webb montre bien que, si loin qu'on regarde, les galaxies sont déjà parfaitement organisées. La théorie du Big Bang n'est pas du tout une théorie de l'origine de l'univers. C'est une théorie sur une transformation envisagée d'un univers préexistant. S'il n'est pas préexistant, il n'y a pas d'espace-temps à dilater. S'il y a dilatation, c'est qu'il est dans l'espace et dans le temps. Et si le temps évolue et l'espace en même temps que sa propre dilatation, il est vain de vouloir la mesurer. Comment pourrait-on mesurer l'espace et le temps alors que ces deux conditions changent à une vitesse extrêmement rapide? Et la température, pendant cette première seconde, passerait de 10 puissance 32 degrés Celsius à 10 puissance 12 degrés Celsius. C'est-à-dire qu'il s'est refroidi très vite. 10 puissance 32 degrés Celsius, c'est une température inimaginable, évidemment. Rien à voir avec les températures connues du Soleil ou d'autres choses. Mais ce qui est quand même extrêmement intéressant, c'est de se dire que l'univers avait une température avant qu'il y ait de l'espace et du temps. Comment peut-on avoir une température en l'absence de temps? Une température instantanée, ça veut dire quoi? Comment peut-on mesurer une température s'il n'y a pas de temps? Si on se brûle, il faut garder la main sur la source de chaleur un certain temps. Si c'est instantané, l'instant il est nul, 0 secondes, 0 aucun temps. Comment est-ce qu'on peut parler de chaleur? Qu'est-ce que ça veut dire qu'une chaleur en l'absence de temps? Il n'y a pas d'univers, mais c'est chaud. Il n'y a rien, mais c'est chaud. Extrêmement chaud. C'est une température en soi, une température par elle-même, qui est la température de rien du tout. Il n'y a rien, mais cela est parfaitement chaud, extrêmement chaud. Quelle est cette chaleur? D'où vient cette chaleur? Pourquoi est-ce qu'on imagine qu'il peut y avoir une chaleur dans ces conditions? On l'imagine parce que ce sont des calculs, évidemment. On imagine qu'à un certain moment, l'univers est très dilaté et il a une certaine température. Si on concentre toute cette température, on va avoir un point très très réduit avec une température énorme qui sera la somme de toutes les autres températures. Mais tout ça, ça se passe dans le temps. Et s'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de température. Toutes les hypothèses au sujet d'une origine de l'univers dans le temps ou le passé, faisant appel à des lois ou calculs issus de la physique, se heurteront toujours à la nécessité de justifier ces lois ou calculs physiques à partir de rien. Sinon, on tourne en rond dans des repères déjà existants. La notion même de température présuppose un univers physique, comme d'ailleurs celle d'énergie. Pour faire boum, il faut de l'énergie. Certains préfèrent penser qu'il n'y a pas de Big Bang et qu'il y a une succession de naissance et de mort de l'univers, de dilatation et de contraction de l'univers. Ça, on appellerait ça le Big Bounce, des rebonds successifs. Ces rebonds représenteraient une véritable respiration de quelque chose. Donc l'univers serait quelque chose de tout à fait vivant qui, comme nous, respire. Il inspire, il expire, il inspire, il expire. Donc ce n'est absolument pas une explication de l'origine de l'univers. À la limite, c'est une description d'un être qui aurait une respiration.
Pendant cette première seconde de l'univers, toutes les forces qui régissent la physique se mettent en place. La physique a bien de la chance. Des lois de la physique se mettraient en place par hasard, sans loi préalable, de façon cohérente et organisée, et sans la concurrence d'événements contraires qui remettraient tout en cause. Il va falloir inventer tout à fait autre chose que ce hasard. En fait, toute organisation, au cosmos, ne se justifie que par un but. Il va falloir d'urgence remettre en cause toute cette conception philosophique des origines, ainsi que cette religion du hasard. On ne vient pas d'un passé aléatoire, nous venons d'un but, une nécessité absolue, donc une cause future et non passée. Cette nécessité induit les moyens et les lois de sa réalisation. Ce but est parfaitement connu et défini depuis 1985 et enseigné à l'UFM. Il n'a rien de religieux. Les quarks apparaissent afin de donner naissance à tous les protons, à tous les neutrons. Afin de donner naissance. Ils sont bien gentils, ils permettent la naissance des protons et des neutrons. Les quarks apparaissent. Bon, aucune idée d'où apparaîtrait un quark qui serait une sous-particule. Les quarks apparaissent afin de donner naissance à tous les neutrons et à tous les protons. Tout était prêt pour que se forment ensuite les premiers atomes, ceux d'hydrogène et d'hélium. Alors, les quarks, ils étaient concentrés dans un espace minuscule, 10 puissance moins 35 mètres, et ils apparaissent. Et il apparaît non seulement l'espace, mais aussi les quarks qui sont contenus dans cet espace. Il n'y a pas d'abord l'espace, ensuite les quarks, à moins qu'il y ait les quarks d'abord et l'espace après. Où ces quarks apparaissent-ils? Dans quel espace apparaissent-ils? Puisqu'il n'y a pas encore d'espace. Et est-ce les quarks qui constituent l'espace? Et s'ils sont partis d'un point où tout était concentré, mais si c'est concentré, ça ne peut pas avoir de température. Un quark n'a pas de température par lui-même. Une particule n'a pas de température par elle-même. C'est les mouvements, les interactions, les frottements entre les objets qui produisent des températures. Si tout est concentré en un seul point, il ne peut y avoir aucune température. Ça ne peut être que glacial, pire que glacial. Sans mouvement, il n'y a pas de température. Et pourquoi la température provoquerait-elle une explosion? Il n'y a aucune raison que la température, si température il y a, provoque une explosion quelle qu'elle soit. Et si elle provoque une explosion, alors tout va partir dans toutes les directions. Et à aucun moment, les quarks n'auront le loisir de constituer des protons ou des neutrons ou autre chose. Et si protons et neutrons il y avait, à aucun moment, ces protons, ces neutrons n'auraient la moindre chance de se réunir pour constituer des atomes. C'est une première évidence. Comme disait Marcel Calmont, un ami de mon père, on n'a jamais vu une encyclopédie naître de l'explosion d'une imprimerie. De toute façon, c'est le décalage vers le rouge de la lumière des étoiles, selon Hubble, qui est à l'origine du mythe de l'expansion de l'univers et de l'inflation cosmique, pas un décalage spectral des particules atomiques. D'ailleurs, on ne voit guère d'atomes en expansion accélérée, on s'en apercevrait vite. Ce décalage spectral concernerait aujourd'hui officiellement les galaxies et non les étoiles, et bientôt sans doute les amas de galaxies uniquement, car on voit bien que les galaxies ne s'éloignent pas en fait. Les quarks sont censés s'éloigner en toute direction, et cela ferait que des galaxies qu'ils constituent s'éloigneraient en toute direction aussi, sans au passage faire que ni les atomes ni les étoiles d'une galaxie ne s'éloigneraient aussi de nous. Visiblement tout cela ne s'éloigne nullement, ni les planètes de leur soleil que les atomes constituent. Aujourd'hui, peu de gens croient encore au Big Bang, mais on continue de l'enseigner et de faire tout pour rafistoler cette théorie. On lui préfère parfois la théorie des cordes, pure hypothèse sans aucun fondement concret, qui, outre qu'elle pose encore plus de problèmes conceptuels, est parfaitement inutile car elle ne justifie plus les mouvements des astres auxquels l'explosion était censée communiquer son énergie. Ou alors c'est pas du tout une explosion. L'inflation n'est pas une explosion. C'est une théorie qui ne rend pas compte des causes de cette expansion, des causes d'apparition de la matière à partir de rien, des causes de l'origine du temps et de l'espace.
Pourquoi est-ce qu'il y aurait une inflation, une création d'espace et de temps alors qu'il n'y aurait rien eu avant? Et qu'est-ce que ça veut dire? Une explosion dans un cadre ni spatial ni temporel. C'est une explication de l'univers dans le passé. Et donc ce n'est pas une explication de l'univers, puisque l'univers c'est maintenant qu'on l'observe, c'est pas dans le passé. Le fait de percevoir l'univers, c'est maintenant que la question se pose. Or, s'il y a eu une création d'univers dans le passé, pourquoi y a-t-il un univers maintenant? Pourquoi l'univers se créerait son propre temps au fur et à mesure pour durer et pour évoluer? Si, par accident, un semblant d'univers apparaissait sans cause réelle, pourquoi durerait-il? Si le hasard produit le même effet à chaque instant, dans la durée, c'est que ce n'est pas un hasard. Il faut qu'il y ait du temps pour que ça prenne du temps. Et pour qu'il y ait une expansion, il faut de l'espace. Est-ce que se dilater et créer son espace en même temps, ça veut dire quelque chose? Est-ce que durer alors qu'il n'y a pas de temps, ou créer le temps qui permet de durer à chaque instant, est-ce que ça veut dire quelque chose? L'univers, si on en a conscience, si on veut l'expliquer, c'est qu'il est dans la conscience. Et s'il est dans la conscience, toutes les lois de l'univers sont aussi dans la conscience. Et donc, il n'y a aucune raison qu'aucune de ces lois n'échappe à la conscience. C'est la conscience d'univers qu'il faut expliquer, pas un univers objectif, alors qu'il se situe dans la conscience à chaque instant. L'univers n'est pas un objet physique. La question de l'univers se pose maintenant, ici, là où on est. Elle ne se pose pas autrement. Poser la question de l'univers il y a X temps, on ne sait pas ce que ça veut dire. Être conscient d'un univers, c'est maintenant toujours. C'est pas dans le temps. L'impression de temps, elle est dans le présent. L'impression d'espace, elle est dans le présent, elle n'est pas dans le temps. C'est pas hier qu'on a un univers, c'est maintenant qu'il y a l'univers et que la question se pose. Il faut partir de rien. Si on part de quelque chose, on n'explique rien. On ne fait que décrire comme on peut des variations, des changements dans un univers préexistant et des changements successifs. Aujourd'hui, on parle de big bounce, un coup une expansion, un coup une concentration, un coup une expansion, un coup une concentration. On ne saura pas pourquoi, on ne dira pas pourquoi. On n'a aucune idée de la raison pour laquelle cela se produirait. Et d'ailleurs, ça n'a aucune raison de se produire et ça ne se produit pas. Tout cela repose uniquement sur la croyance que l'univers est en expansion. C'est bien une croyance que l'univers est en expansion. Et à partir de là, tous les problèmes surgissent. On n'aurait pas imaginé cette expansion, ce genre de problème ne se poserait pas. On a fabriqué les problèmes en croyant à l'expansion de l'univers. Et on croit à l'expansion de l'univers suite à l'observation du cosmos. On observe, semble-t-il, un décalage vers le rouge du spectre lumineux des étoiles qui donne l'impression que les étoiles s'éloignent parce que les ondes s'allongeraient au fur et à mesure qu'on regarderait loin. On se dit, voilà, s'il y a un décalage vers le rouge, c'est que les étoiles s'éloignent. Mais il existe 5 à 10% d'étoiles dont le spectre lumineux est décalé vers le bleu, ce qui voudrait dire qu'elles se rapprochent de nous. Mais il ne faut pas le dire. De toute façon, si tout s'éloigne de nous, il ne devrait plus rien y avoir là où nous sommes, et nous serions ce qu'il y a de moins évolué. Plus on regarde loin, plus on voit ce décalage s'accentuer, on se dit, bon, elle s'éloigne de plus en plus vite. Ce qui est quand même curieux. Supposons qu'il y ait une explosion, comme beaucoup le prétendent. Il y a toutes les raisons pour que cette explosion elle ralentisse, évidemment. Ou qu'elle se maintienne à peu près à la même vitesse. Mais pour accélérer, là, ça pose vraiment un problème. Est-ce qu'il va falloir trouver la source d'énergie qui fait accélérer cette expansion? Jusqu'à quand va-t-elle accélérer? Et comment allons-nous finir par réunifier toute cette matière en un seul point? Ça, ce sont des problèmes totalement insolubles, inextricables pour la physique. Parce que l'univers n'est pas physique. On essaye d'appliquer des règles physiques à quelque chose qui n'est pas un objet physique. L'univers n'est pas un objet physique. Dans le cadre de l'univers, on peut dire qu'un objet est un objet physique et qu'il est régi par des lois physiques. Ok, mais l'univers dans son ensemble n'est pas un objet physique. On ne peut pas le cerner, le mesurer, le comparer à un autre univers pour faire des expériences sur l'un et vérifier sur l'autre si c'est juste. Non, l'univers n'est pas du ressort de la physique. Il sort du cadre épistémologique de la physique. On ne doit pas aborder l'univers dans son ensemble comme on aborderait l'étude d'un objet par rapport à un autre, d'un aspect de l'univers par rapport à un autre. Non, globalement, c'est pas possible. L'univers n'est pas du ressort d'une science physique, puisqu'il est dans la conscience, sinon on n'en aurait pas conscience. C'est un objet métaphysique. C'est cette erreur de départ qui est la source de toutes les autres erreurs. C'est cette erreur de départ qui fait qu'on ne peut rien comprendre à partir de l'étude physicienne de l'univers. Et de fait, on ne comprend rien, strictement rien. On n'a aucune idée de la raison pour laquelle il y aurait concentration ou expansion. Pour quelle raison l'espace et le temps apparaîtraient. Aucune idée de la source d'énergie qui provoquerait tout ça.
aucune idée de la raison pour laquelle, si toutes ces particules s'éloignent les unes des autres à partir d'un point, comment peuvent-elles se réunir pour former des atomes, pour former des particules, etc. Mais on cherche quand même, on s'accroche quand même à ce semblant d'explication. D'abord parce qu'on n'a rien à proposer et qu'on ne peut garder son autorité que si on a quelque chose à proposer et qu'on arrive à l'imposer d'une façon ou d'une autre. Mais dire on ne connaît rien, on ne comprend rien, on ne sait rien, c'est malvenu. On ne peut pas accepter de dire des choses comme ça. Donc on essaie toujours de consolider une théorie, même absurde, pour avoir quelque chose à proposer. On dit souvent, si c'était vrai, ça se saurait, mais c'est le contraire. Personne n'en parle. On ne veut pas le savoir. C'est pas possible, puisque les intérêts égotiques et autres s'y opposent. Si c'est vrai, tout sera fait consciemment ou inconsciemment pour y échapper, pour se le cacher. Et c'est ce qui se passe. Mais pour celui qui a sincèrement envie de comprendre, il n'y a aucun obstacle, il n'y a aucun problème. C'est une question de sincérité, c'est une question de désir. Ai-je vraiment envie de comprendre? Et cela, quelles que soient les remises en cause psychologiques, spirituelles, les remises en cause d'images de soi, de croyances, quelles que soient ces remises en cause, mon désir de comprendre est plus grand. Alors, il n'y a aucun obstacle à la connaissance. Mais le fait est qu'en général, les préjugés sont les plus forts, les habitudes sont les plus fortes, les peurs sont les plus fortes, les mémoires sont les plus fortes. Les attachements sont les plus forts.